Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que on m'entend? Tout a l'air bon, c'est incroyable. C'est mon premier stream officiel, mon premier stream public. J'espère qu'on aura du monde. Voilà, j'ai fait un petit stream hier. Baen était là. Salut Baen, salut Clab, salut Guillaume. Baen était là et pour tester tout le matos. Et je vous propose de parler de la cybersécurité, la cyber. Salut Mathis. Je vous propose de parler de cybersécurité, de la cyber, dans le conflit en Ukraine. Un sujet hyper complexe, hyper intéressant, et je suis hyper content de le faire avec vous en live, plutôt que de faire une vidéo qui m'aurait pris beaucoup plus de temps, prévoir tous les mots, etc. Sans plus attendre, j'ai un peu moins de délai avec le chat, donc normalement je devrais pouvoir voir vos réponses. Et puis j'ai prévu des petits... Il y a plein de choses dont on peut parler, j'ai prévu un peu deux, trois choses dont on peut parler. Mais si vous voulez partir sur autre chose, partir sur des discussions, et puis surtout si vous avez des choses à ajouter ou même à corriger, n'hésitez pas. Je sais que dans le chat, il peut y avoir des gens qui sont des experts confirmés en tout, comme des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de la cybersécurité. Donc n'hésitez pas vraiment à partager, à poser des questions et surtout à me dire quand vous ne comprenez pas. Et puis à me dire si jamais j'ai une bêtise, ce qui peut tout à fait arriver. Du coup, c'est parti. Je vous propose... Allez, j'ai un petit générique. Je vous propose un petit générique. Excellent, excellent. J'ai même préparé un petit peu de matériel. On va se mettre comme ça. Alors, la cybersécurité, la cyber, on va parler de cyber de manière générale dans le conflit ukrainien. Et je vous propose de se poser certaines questions. Et le but, ça va être d'y répondre relativement rapidement. Enfin, disons, ça va être un stream plutôt rapide pour les standards de stream. Je vous propose de parler de plusieurs choses. D'abord, de parler de la cyber un peu conventionnelle, un peu la cyber en tant qu'outil de guerre, en tant que moyen d'infliger des dégâts stratégiques à un pays adverse. Et puis de tout ce qui est après dans un second temps de guerre de l'information, ce qui rentre dans le domaine de la cyber. Ici, je parle de cyber, pas au sens sécurité informatique, mais vraiment au sens large. La cyber, le mot, ça vient de gouvernance, et donc ça désigne tout ce qui est la gouvernance de la machine sur la machine, ou de la machine sur l'homme. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on parle ici de cyber, et pas de sécurité informatique. Et l'idée, ça va être de se poser plusieurs questions. La première question qui est qu'est-ce qu'on risque en France ? Alors non, forcément sur la chaîne, il y a un petit tropisme, il y a un petit focus sur les particuliers, sur les gens comme vous et moi. Il y en a quelques-uns que je connais ici qui forcément dans leur métier, on a un focus un peu plus sur les entreprises. Mais donc on peut se poser la question sur qu'est-ce que les particuliers risquent avec le conflit en Ukraine. Ensuite, on va se poser la question de est-ce que c'est une cyberguerre ? Est-ce qu'on peut parler de guerre cyber ? Même est-ce qu'on peut parler de guerre tout court ? Déjà ça, c'est pas évident. Et la troisième question est... Ça fait trois questions, pardon, je me suis perdu. Ça fait trois questions. Est-ce qu'on peut parler de cyberguerre ? Qu'est-ce qu'on risque en France ? Et puis, est-ce qu'on peut parler de guerre tout court ? Et puis on va ajouter évidemment une question qui est de faire un peu l'état des lieux de tout ce qui s'est passé en cyber. En plus, c'est une période où tout va très vite et l'état des lieux il bouge vite. J'avoue que j'avais fait ce plan hier et entre hier et aujourd'hui, c'était il y a longtemps. Déjà, on parle plus de la même chose quoi. On parle plus du... Enfin, toujours le même conflit mais on a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué.
Je vais essayer de faire des petits sondages. L'outil de sondage sur YouTube est certes un peu moins bon que sur Twitch, mais il a le mérite d'exister. J'ai fait un petit teaser à Band hier, mais je vais essayer de refaire des lives. Et sur YouTube, il y a beaucoup moins de fonctionnalités que sur Twitch. Mais j'ai recodé en fait le site Bcast, je ne sais pas si vous connaissez, mais je l'ai recodé pour essayer de le mettre en open source. C'est pas complètement terminé pour l'instant, mais l'idée ça va être d'interfacer ça avec les chats sur YouTube et donc de faire des sondages où on pourrait voir en temps réel des jolis graphiques ou alors des nuages de mots avec tout ce qui se passe dans le chat. Voilà, ça pourrait être un petit projet assez intéressant. Petit disclaimer, super important. Petit disclaimer, tout ce qu'on va dire là, c'est strictement personnel. Ça n'engage aucune communauté ni aucune organisation. Et en aucun cas une entreprise, quelle qu'elle soit mon employeur ou un autre. Je ne suis pas expert, ni en conflit armé, ni en guerre, ni en Europe de l'Est. Je m'exprime ici en tant que vulgarisateur, c'est-à-dire que j'ai préparé ce qu'on va discuter ce soir, j'ai bossé dessus, et donc je vous propose d'en parler pour essayer d'expliquer au maximum, mais je ne suis pas spécialiste non plus. Et donc on n'est pas à l'abri de petites erreurs, n'hésitez pas à me le signaler à ce moment-là. Également, je vais essayer de ne pas trop être basculé dans le politique, ce qui est forcément tout à fait... ce qui est forcément un peu délicat dès qu'on parle de cyber et d'état de rapport de force. Pareil, n'hésitez pas à le rappeler. J'ai vu que tout le monde a répondu. Pour un petit topo, on va essayer de le faire rapidement. Très rapidement, l'Ukraine. C'est un pays. Voilà, merci d'être venu à mon live. Je n'avais pas du tout prévu de faire cette blague. Non, alors petite frise chronologique de ce qui s'est passé en Ukraine. Pourquoi le conflit en Ukraine ? Alors entre la Russie et l'Ukraine, historiquement, on peut remonter très très loin. On voit d'ailleurs qu'il y a des gens qui remontent très 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 loin pour légitimer certains discours. Ça y est, c'est la première slide et je pars déjà dans la politique. Ok, super. C'est l'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple historiquement, le peuple slave, qui en fait historiquement est né en Ukraine. Le berceau de la civilisation russe en fait vient historiquement de Kiev. Et non pas de Moscou ou Saint-Pétersbourg. Après, il y a eu évidemment des déplacements de population, il y a eu des évolutions, tout ça. Là, on parle vraiment de très 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 longtemps. Il s'est passé plein de choses. Long story short, en URSS, évidemment, c'était le même bloc soviétique. L'Ukraine était donc un pays occupé, maîtrisé par la Russie. Et à la chute de l'URSS, elle a accédé à l'indépendance. Il y a eu un certain nombre de phases de rapprochement, parce que c'est un lieu qui est évidemment entre l'Europe et la Russie. Et ce qui nous amène à 2008, première crise que j'ai mis sur ma fiche, hein, il y en a beaucoup d'autres. 2008, potentiel rapprochement avec l'OTAN. Ça n'a pas abouti et ça n'a plus jamais été remis sur la table depuis. 2014, il y a eu un certain nombre d'émeutes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une alternance de présidents pro-russes, pro-Europe. 2014, il y avait un président pro-russe. Et alors lorsqu'on dit pro-russe, pro-Europe, c'était pas forcément incroyablement marqué, hein, mais vu qu'il y a une population russophone dans le pays, évidemment, le président peut être plus attiré par une philosophie, une culture ou un intérêt stratégique qu'un autre. Et donc à chaque élection, en fait, c'est un peu comme avant en France où il y avait un coup sur deux droite-gauche. Non, ça n'a jamais été un coup sur deux droite-gauche. Il y avait une alternance, voilà, plutôt Europe, plutôt Russie. Et en 2014, il y a eu un certain nombre de rapprochements qui ont été faits avec la Russie, qui ont créé des manifestations. C'était les fameuses manifestations de la place Maïdan.
Et tout ça a créé un certain nombre, ça a amené à une crise où notamment la Russie a annexé la Crimée qui est un petit territoire au sud de l'Ukraine, et le Donbass qui est à l'est. Attends, je vais passer à la tête d'après. Donc là, vous voyez, la Crimée, c'est ici, c'est une presqu'île. Depuis 2014, tout ça c'est annexé par la Russie. Le Donbass, c'est ici. J'y reviens dans un instant. Voilà. Et le truc principal sur cette frise, c'est que la crise actuelle, elle a escaladé hyper rapidement. Ça a été hyper rapide, mais les premiers trucs, c'est du renseignement. En novembre 2021, 11 novembre 2021, premier tweet que j'ai retrouvé, qui parlait de renseignements en open source, ou même de renseignements militaires américains ou anglais, ou ukrainiens, qui parlaient de mouvements de troupes à la frontière russe. Et ça, c'est un sujet, et ça c'est un point hyper important. Après, du coup, les Américains ont commencé à répondre et à en parler. Et du coup, les Russes ont évidemment répondu, et c'est ça qui a mené à l'escalade. Disons, c'est pas exactement que ça, mais voilà, on voit tout ça. Je passe sur toute l'escalade. Voilà, c'était juste mon point, c'était que c'est allé vite. Il y a eu des crises avant. Celle-là a escaladé très vite et de manière absurde en une invasion pure et dure, et que c'est ça qui fait que cette crise, elle est un peu choquante par son côté invasion gratuite. Et c'est pour ça qu'il fait qu'on en parle autant en Europe, sans doute. Voilà. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le 22 février. La reconnaissance du gouvernement Poutine des républiques du Donbass, la république de Donetsk, et la république de Louhansk, qui sont les deux républiques séparatistes qui sont là. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a des troupes russes ici, tout ici. Voilà. J'avais fait dans ma dernière vidéo, j'avais fait un petit dessin au stylo levé. Il y a des séparatistes russes ici aussi. Lorsqu'on dit séparatiste, ça veut dire armée locale qui prend les armes, mais qui est aussi soutenue par la Russie. Typiquement, dans le Donbass, il y a un accès direct à la Russie, quoi. C'est pas... En termes de matos, c'est le matos russe. C'est un peu différent de Transnistrie. Voilà. Globalement, l'Ukraine est encerclée, les Russes ont avancé, ils encerclent Kiev. Ce soir, il va encore y avoir une nuit de combat à Kiev, qui est encerclée. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une deuxième force qui est en bas. Vous voyez sans doute parler de choses qui parlent de Kharkiv et de Kherson. En fait, le but, c'était que la force qui était là remonte vers le nord, passe comme ça, prenne à revers toutes les forces qui étaient de l'autre côté du Donbass, et puis après se dirige vers l'ouest dans un second temps. Voilà, mais déjà, et puis trois parties, trois axes majeurs, celui de Kiev, celui de la Crimée, donc qui remonte de la Crimée qui a été stoppé à Kherson, et celui du Donbass. Voilà pour la partie un peu information sur le conflit actuel. Est-ce qu'on peut parler de guerre ? C'est une excellente question. J'avais un plan. Je vous ai montré, bon, tout va bien. Est-ce qu'on peut parler de guerre ? Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en termes de hacking pur et dur ? La première opération, si on remonte le plus loin, c'était une opération russe, donc on va en parler un peu. Enfin, on va commencer par parler de tout ce qui est russe. C'était ce qui a été appelé Whispergate. C'était un malware, un maliciel, pour parler comme Lancy aimerait qu'on parle, un maliciel qui a été détecté par Microsoft en janvier. Donc c'était avant tout ça. Janvier, en Ukraine à ce moment, janvier c'était il y a longtemps, quoi. C'était l'époque où on se disait, bon, bah, la Russie, elle commence à s'exciter un peu ou quoi. Là, c'était... À ce moment-là, on n'était pas du tout dans une escalade aussi impressionnante que maintenant. Ce malware, il a été détecté par Microsoft. Et dans l'idée, ça ressemble à un ransomware.
pour ceux qui ne sont pas familiers, le ransomware, c'est un logiciel qui va chiffrer toutes vos données, donc vous ne pouvez plus accéder à rien, ni à vos données, ni à vos programmes, ni à vos documents. Pour une entreprise, c'est absolument désastreux. Et ça vous propose de vous donner la clé de déchiffrement contre une rançon. Et donc, c'est vraiment un malware fait pour l'argent. Il n'y a pas de portée politique, etc. Là, la petite différence avec un malware classique, c'est que il n'y a pas de clé. Donc en fait, c'est un malware qui arrive, qui va vous priver de tous vos documents, de tous vos programmes, tout ce dont vous avez besoin en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation pour fonctionner. Et ça va juste tout casser. Et donc c'est pas un ransomware, c'est ce qu'on appelle un wiper. Et donc on a eu un premier wiper en janvier, qui s'était WhisperGate, j'avais fait une vidéo sur le sujet. À droite de la slide, vous voyez, j'ai essayé de mettre des petites jauges, des petites notes sur différents points. L'idée, c'est d'avoir ici le niveau de complexité. Est-ce que c'est un peu complexe, très complexe, très 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 complexe. Et puis ici, le niveau d'impact. Et après, on va avoir un autre critère aussi. L'échelle que je vous propose, parce que c'est rigoureux, donc l'échelle que je vous propose, c'est un processeur, c'est-à-dire une étoile en termes de complexité. Ça veut dire que c'est un truc que n'importe qui peut prendre sur Internet, il y a un script, il l'utilise, et puis il le fait tourner, et c'est bon. C'est un truc à ce qu'on appelle les script kiddie, des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font, mais qui récupèrent des outils et qui les utilisent. Deux processeurs, ça veut dire qu'il faut être un hacker compétent pour le faire. 3 processeurs, c'est de l'ordre de la masterclass. C'est de l'ordre de un attaquant backé par un État. Ici, on n'est pas sur une technicité non plus monstrueuse. J'ai mis que 2, c'est sans aucun doute un attaquant qui est soutenu par un État, mais disons que du ransomware, c'est quelque chose qui est très classique. Alors certes, c'est les infrastructures ukrainiennes qui devaient être quand même bien protégées, enfin, j'espère. Donc potentiellement, c'est du 2++, quoi. En termes d'impact, pareil, l'échelle que je vous propose, c'est une tête de mort, impact limité, 2 têtes de mort, nuisance visible, nuisance importante, d'accord, ça crée une gêne, 3 têtes de mort, incapacitation majeure d'un des camps. On parle de guerre, donc on va parler en termes stratégiques, en termes de est-ce qu'on peut détruire un objectif stratégique. Et c'est de ça dont on parle, donc c'est les trois têtes de mort, c'est ça l'idée. Ici, c'est pas le cas. Je passe à la suite. J'essaie d'accélérer un peu le rythme. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui sont des experts confirmés, si ça va trop lentement, s'il y en a qui sont au contraire pas familiers avec tout ça, si vous voulez au contraire parler un peu plus, expliquer un peu plus. Par exemple, je reviens juste sur WhisperGate. Donc ce premier wiper, ce premier malware qui était là juste là pour tout casser, un des signes qui montre qu'il n'est pas là pour juste prendre de l'argent. J'ai de nouveau un problème. Ah oui, merci de me dire, le duc, qu'on ne voit pas la 3e tête de mort. C'est relativement normal parce qu'il n'y a pas de tête de mort. Et en fait, je vais vous spoiler, mais en fait, il n'y en aura pas. Toute ma présentation. Alors, un instant, je réduis ma caméra, hop, je vais me mettre comme ça, hop, voilà. On va essayer de faire ça à peu près proprement, hop, ouais, j'ai mis des petits placeholders, un peu mignons. Voilà, pardon, désolé pour le dérangement. Mais donc il n'y a pas de tête de mort, il n'y a pas de 3e tête de mort. Le WhisperGate, si on rentre un peu plus dans la technique, parce que je pense que c'est ça aussi
qui est intéressant de discuter. Le Whispergate, ce malware, il avait une particularité, c'est qu'il écrivait sur une petite zone en mémoire qu'on appelle le MBR, le Master Boot Record. Et cette zone, elle correspond à quoi ? Elle correspond à lorsque vous allumez votre ordinateur. Il faut un moment ou un autre qui lance le programme principal de l'ordinateur, ce qu'on appelle le système d'opération. Généralement, c'est Windows, mais ça peut être Linux, macOS ou Android. Un téléphone, c'est un ordinateur qui fonctionne sur Android. Mais dans tous les cas, il faudra bien lancer ce programme. Vous allez me dire, mais quel programme lance ce programme-là ? Vu que l'OS, le principe de l'OS, du système d'opération, c'est que c'est un programme qui est responsable de lancer tous les autres programmes, de gérer les ressources, de gérer la mémoire. Vous allez me dire, mais quel programme lance le système d'opération ? C'est le rôle du programme de boot, d'amorçage en français. Et ce programme, il est contenu quelque part en mémoire. C'est un tout petit programme. Il fait juste deux choses. C'est qu'il vérifie que le système d'opération n'a pas été modifié pour des raisons de sécurité. Et si c'est le cas, il le lance. Et tout ça, c'est contenu dans le MBR, dans cette petite zone mémoire qui contient donc ce programme de boot. Et le malware Whispergate, il écrit dans cette zone mémoire-là. Autrement dit, il écrase cette zone mémoire-là. Donc une fois qu'il aura écrit dessus, en fait, vous ne pourrez plus démarrer tout court votre ordinateur. Et c'est pas impossible de du coup déchiffrer et de pouvoir redémarrer, mais disons que c'est beaucoup plus lourd en termes d'action pour remonter un réseau qui a été attaqué avec un malware qui attaque le MBR, qu'avec un ransomware traditionnel qui va juste s'intéresser à vos documents. Et ça, c'est un truc à garder en tête. Donc c'est ça qui permet de dire qu'on a affaire pas à un ransomware traditionnel, mais à un wiper. C'était un petit... J'ai parlé un peu longtemps là-dessus, mais c'était un petit aparté pour introduire ce qui s'est passé. Vous avez vu sur la frise qu'il y a eu la signature de la reconnaissance des républiques du Donbass le 22 février. Dans la foulée, dans la nuit, il y a eu direct des mouvements russes qui sont arrivés en Ukraine. Paf. Signature, on lance les moteurs et on y va. Davai. Et le 23 février, donc le lendemain de tout ça, on a également un autre wiper qui fonctionne sur exactement le même système, qui a été identifié par deux entreprises en parallèle. Symantec et IZ, les deux ont détecté le truc, en fait à peu près au même moment, et se sont rendus compte qu'elles avaient détecté le même. Et donc c'était un malware qui a attaqué les infrastructures ukrainiennes. Visiblement, ça n'a rien arrêté. Puisqu'on parle ici de stratégie, on parle un peu en termes de guerre, on n'est pas sur du 3 têtes de mort. Parce que ça n'a pas stoppé complètement toutes ces infrastructures. Par contre, ça a pu stopper partiellement, ça a pu nuire à leur fonctionnement, ça a pu déstabiliser clairement la réponse ukrainienne à une situation de crise. Même, c'est un peu la pire crise qui puisse être, une situation de guerre. Et donc c'est pour ça que je vous parlais de MBR, parce que Hermetic Wiper, voilà, on peut pas dire c'est juste c'est un groupe de ransomware qui a attaqué ces ministères ukrainiens, ces infrastructures, ces réseaux. Quand on dit infrastructure, ça peut être réseau, ça peut être administration, ça peut être réseau comme eau, eau, gaz, électricité, etc. Et donc ici on a clairement une action qui sort complètement du champ habituel. Autant avec Whispergate, on n'était pas complètement dans la guerre, on était dans... on commençait à franchir la ligne entre les ransomware classiques qui sont là pour l'argent et un acte vraiment qui est malveillant, qui est complètement dirigé vers l'incapacitation. Et là, Hermetic Wiper, on est 100% dans une logique de guerre. C'est « je viens d'arriver avec des chars dans ton pays ». Au passage, en même temps, je te coupe l'eau courante. Voilà, je te coupe l'électricité.
j'ai mis que deux étoiles de mort, parce que, donc, à ma connaissance, ça n'a pas été non plus complètement hardcore. Par la suite, il y a eu plein d'événements qui sont succédés, et c'est très difficile de savoir ce qui est complètement du ressort du conflit en Ukraine ou pas. J'ai noté le piratage avec un ransomware de NVDA. NVDA, c'est un fabricant de puces électroniques américain. C'est hyper stratégique. C'est très très impactant sur le long terme de pouvoir abîmer un fabricant de puces électroniques. Ça veut dire que s'ils ont déployé ce genre de malware, ça veut dire que potentiellement ils ont eu accès aux informations, aux brevets, etc. Et donc c'est hyper important comme piratage. Mais on n'a aucune idée de savoir si c'est en lien vraiment avec le conflit ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis... Ouais, je l'ai pas écrit sur la slide, j'aurais peut-être dû. C'est qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr que c'est en lien avec le conflit cyber entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est ça qui est une des particularités de l'arme cyber en tant qu'arme de guerre. Parce que, encore une fois, le but c'est de répondre à est-ce que c'est une guerre cyber, est-ce qu'on peut parler de cyberguerre. C'est que là, on n'a rien qui a vraiment stratégiquement cassé la résistance ukrainienne. Là, sur ma slide, il n'y a rien qui a 3 têtes de mort. Et en fait, à mon sens, c'est très difficile, c'est très peu probable. Un missile aura toujours un impact, malheureusement, plus fort qu'un piratage informatique. Disons toujours non, mais dans un contexte où il y a des chars dans une capitale européenne, voilà, un missile, un tir d'artillerie, ça reste plus efficace pour nuire à la population que, en tout cas au pays, que l'arme informatique. Mais c'est quand même utilisé, et c'est utilisé de manière complémentaire, et c'est utilisé notamment dans la zone d'ombre, parce que l'un des énormes intérêts de l'arme cyber, c'est que c'est très difficile d'attribuer. Quand vous voyez une colonne de chars, c'est indubitable que donc il y a une armée qui est là, qui est présente. Quand vous avez une entreprise qui se fait pirater, c'est beaucoup plus compliqué de dire d'où vient le piratage et de dire est-ce qu'on peut être sûr de conclure, est-ce qu'on est sûr que c'est une action militaire étrangère. Donc c'est quelque chose qui est bien plus compliqué. Et c'est tout l'intérêt de l'arme cyber. Peut-être qu'elle a un impact plus faible, mais en termes de rhétorique, elle est bien plus forte parce qu'on se situe entre le cybercrime et les actions de guerre. C'est très intéressant de pouvoir jouer en tant que belligérant, que membre d'un conflit, sur cette zone d'ombre entre est-ce que c'est une action qui est vraiment faite par une armée ou pas. D'autres événements, il y a eu des ralliements spontanés de hackers russes à la cause russe. Donc on a un article intéressant de la BBC qui date du 25 février qui parle d'un hacker russe qui travaille dans la cybersécurité et qui sur son temps libre du coup se met à pirater des cibles en Ukraine alors qu'on lui a rien demandé. On a également le groupe Conti qui a annoncé se rallier à la Russie. Alors, j'ai fait les slides hier. Pour tous ceux qui ont suivi l'actualité, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais j'ai fait les slides hier, c'est pour ça qu'on en parle comme ça. Et donc Conti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands groupes actuels de ransomware. Donc de ces cybercriminels qui va pirater des entreprises pour les empêcher de fonctionner et leur demander une rançon. Et c'est un des grands groupes actuels, c'est un des groupes les plus importants. On a souvent affaire à lui lorsqu'on gère des urgences cyber. Ça c'est pour tout le côté russe. Pour le côté ukrainien, assez tôt, le 24 janvier, donc là aussi, on n'était pas encore dans le conflit, dans le cœur du conflit, 24 janvier. La ligne en dessous, c'est 24 février. 24 janvier, on a des hackers ukrainiens qui revendiquent une attaque sur le réseau de chemin de fer biélorusse. Donc la Biélorussie, vous avez vu sur la carte, c'est au nord de l'Ukraine. Les troupes russes sont passées par la Biélorussie, qui est un pays qui leur est allié, pour entrer dans l'Ukraine. Il y a eu beaucoup de mouvements de troupes russes en Biélorussie. Tout
ça, on le sait, parce qu'il y a des gens qui ont fait du renseignement en source ouverte. On en parle dans un instant. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que là, on a une riposte de la part des sympathisants ukrainiens. Alors, on ne sait pas si c'est l'action de l'État ukrainien ou si c'est juste un groupe de gens qui se sont dit bah, viens, on va défendre l'Ukraine. Et ils ont lancé un ransomware, donc le genre de malware dont on a parlé, sur le réseau de train biélorusse. Et ça a embêté, ça a diminué la capacité d'action de la Russie à transporter ses troupes pour préparer son attaque. Et là, c'est hyper important. Alors, j'ai mis que 2, encore parce que ça n'a pas stoppé complètement l'intervention. Mais, à mon sens, de tout ce qu'on a vu, c'est un peu l'impact maximum. C'est, stratégiquement, on a un pays qui veut... qui a prévu de faire quelque chose, qui a un plan de bataille, il a un plan qui est bien prévu, on le ralentit dans son plan, on le stoppe dans son plan. Et ça, c'est très très important. Ça a été un impact hyper important dans la crise, dans le déroulement après dans la préparation de la crise, pardon, pas le déroulement. Là encore, on est sur du niveau bon hacker, tout à fait correct. 24 février, c'est la guerre depuis 2 jours. C'est la guerre. Et le gouvernement ukrainien lance un appel à la communauté ukrainienne de hackers, d'activistes. Alors je suis super content que tu poses, Alex, je suis super content que tu poses cette question, parce que c'est exactement toute la question de cette ligne-là, en fait. Donc Alex dit, est-ce que tu penses que la stratégie cyber de la Russie repose sur des hackers indépendants ou via des hackers qui sont vraiment affiliés au gouvernement ukrainien, au gouvernement russe? On va en parler dans un instant. En tout cas pour l'Ukraine, c'est une excellente question, et cette ligne-là, c'est un peu le basculement. C'est maintenant, l'Ukraine a besoin de toutes les forces vives, elle appelle des volontaires, et du coup, c'est très... Si vous voulez, ces 2 premières lignes, en fait, c'est quelque chose qui est très inédit dans les conflits. Parce que l'Ukraine, elle a quand même une position où c'est globalement... on pense Russie, mais on pense Europe aussi, quand on parle d'Ukraine. Et c'est absolument inédit de voir un pays européen développé, en tout cas il fait partie des pays les plus développés, et qui se met à utiliser d'une part le ransomware comme comme action, comme outil de guerre, ou en tout cas outil dans un conflit, et qui se met à utiliser les milieux pas forcément que du cybercrime, mais qui fait un appel à tous ceux qui peuvent, de dire bon bah allez-y, piratez la Russie, allez-y, on vous regarde, vous avez notre bénédiction, Davaï. Et ça c'est absolument inédit, parce que pour autant c'est un truc qu'on a beaucoup vu avec la Russie. Il y a eu, en 2014 par exemple, il y a eu beaucoup de piratages qui ont été faits et qui en fait sont revendiqués par des cybercriminels. Donc pour répondre à ta question, Alex, souvent c'est revendiqué, disons, d'après la Russie, c'est des cybercriminels. Mais il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'en fait, la force de frappe russe cyber, il y a différents organismes qui dépendent du ministère, du gouvernement. On peut nommer le GRU, le FSB, certains bureaux comme ça d'action cyber, il y a les services secrets aussi. Mais la Russie, force est de constater qu'elle s'appuie beaucoup sur tout l'écosystème de cybercrime, du cybercrime. Voilà. Donc, j'ai pas la source. Alors, à la fin, j'ai toutes les sources. Tout ce que je dis, j'ai toutes les sources. Donc, je prends des pincettes là en disant ça parce que j'ai pas la source avec moi. Mais il y avait du renseignement qui disait que Poutine, personnellement, essaie de créer un environnement où il encourage tout ça. En fait, lui ne dit pas pirater l'Ukraine. Je parle avant la crise, hein. Je parle avant la guerre. Il ne dit pas directement pirater l'Ukraine. Il dit les cybercriminels, on vous laisse globalement faire ce que vous voulez,
tant que vous attaquez pas la Russie, et sachez que ça me fera plaisir, si jamais les cibles auxquelles vous vous attaquez, ça sert un peu les intérêts russes. Donc il encourage tout ça, mais c'est pas lui directement qui fait faire, qui commande les piratages. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau les administrations, les bureaux, les services secrets, les services de renseignement russes font des piratages. Il y a les services russes soutiennent les piratages et donnent des ressources, donnent des infrastructures qui permettent aux cybercriminels de faire les piratages, et puis donnent des instructions aussi. Donc on a donc des officiels russes qui disent au groupe de piratage, qui leur disent « attaquez ça ». Et on a aussi un troisième niveau qui est encore plus diffus, qui est tout un écosystème de criminels qui n'ont pas de consignes, qui n'ont pas forcément un lien comme on pourrait penser, qui n'ont pas un pignon sur rue avec le gouvernement russe, mais qui sont implicitement plus ou moins encouragés à s'attaquer plutôt aux Occidentaux. Et c'est ce que je disais dans une vidéo sur l'arrestation de certains groupes de ransomware en Russie, c'est que jusqu'ici, la Russie était très les laisser faire. Jusqu'ici. Alors, il y a eu une arrestation. Bon, ça n'a pas tout changé. Donc voilà voilà, je pense que tu me dis, Alex, ça répond à ta question. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui me frappe dans ce conflit, c'est que l'Ukraine se met à utiliser ce même genre de méthode. Je ne sais pas si vous partagez aussi cet étonnement, ceux qui baignent dans la cybersécurité, mais en tout cas, moi, c'est un des trucs qui me frappe avec l'utilisation de l'arme cyber dans ce conflit. Juste en dessous, j'ai listé aussi, j'ai évoqué une liste de sites sur lesquels faire des attaques DDoS. Des attaques DDoS, en anglais, ça veut dire Déni de service distribué, Distributed Denial Service. Concrètement, ça veut dire utiliser des milliers d'ordinateurs, utiliser des grands réseaux d'ordinateurs pour envoyer beaucoup de requêtes, beaucoup de trafic à un site pour l'empêcher de fonctionner. Voilà. Déni de service, c'est-à-dire que le site ne peut plus remplir sa fonction. Ça, c'est hyper simple. Enfin, c'est simple à faire. C'est pas une complexité majeure. C'est pas un truc. C'est pas un truc qui est très compliqué. C'est pas un niveau hacker confirmé, quoi. C'est un peu le niveau noob. Mais c'est étonnant qu'ils aient eu affaire à ça. Et inversement, ça n'a pas énormément d'impact. Parce que c'est facile de bloquer. Enfin, disons que c'est relativement facile de bloquer un DDoS, une attaque comme ça. C'est aussi relativement un site web. Parfois, c'est juste une pancarte, en fait. On peut comparer, par exemple, pour les administrations, par exemple, le site de la défense russe, le site du ministère de la Défense russe, c'est comme si devant le ministère, il y avait une grande pancarte qui disait on travaille sur ça, l'actualité c'est ça. Ça vous empêchez pas le ministère de travailler si vous enlevez la pancarte. Il y a pas c'est pas très impactant. Excellente question sur le shield DDoS. Nicolas, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Il y a des hackers ukrainiens qui ont attaqué la Russie ou les autres groupes de hackers ont attaqué pour soutenir l'Ukraine? Oui, les autres groupes de hackers ont attaqué pour soutenir l'Ukraine. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que elle était adressée à la communauté de hackers ukrainiens, mais en fait, à travers ça, c'est adressé à un peu la communauté internationale. Parce que l'Ukraine a eu énormément de sympathie de la part de la communauté internationale, ce qui se comprend tout à fait, personne n'a envie de se faire envahir par la Russie. Il y a aussi le ralliement d'Anonymous. Anonymous qui a revendiqué plusieurs actions. Du coup, ça répond peut-être à ta question, Nicolas. Anonymous, on ne sait pas qui c'est, c'est le principe, c'est anonyme, quoi. Ils ont revendiqué déjà se rallier à l'Ukraine, et puis avoir piraté le ministère de la Défense russe, avoir fait un certain nombre d'attaques comme ça, DDoS, donc des attaques qui sont incapacitantes sur des sites web. Encore une fois, ces deux trucs-là, c'est pas forcément les trucs les plus compliqués à faire. Et ça n'a pas forcément un impact majeur en termes de guerre.
particulièrement la fuite de données du ministère russe. Et pourquoi? Et c'est une remarque que faisait Sachs, pour ceux qui connaissent, Clément Domingo. C'était si vous récupérez des données du ministère de la Défense russe, en fait, les gens du ministère vont se poser la question d'où vient cette fuite de données. Ils vont se mettre en mode alerte maximale. Ils vont se mettre en mode full défense. D'où vient cette fuite de données, et du coup, ils vont durcir leur défense. Et en fait, ça se trouve, il y avait des hackers occidentaux ou des hackers ukrainiens qui, eux, étaient déjà rentrés, mais de manière bien plus discrète et peut-être, du coup, bien plus profonde dans le réseau. Et en fait, ça se trouve, attirer l'attention en faisant une fuite de données comme ça a cassé, en fait, certains accès existants de hackers occidentaux. Alex, je te propose de parler du RT, du Shield DDoS hier, quand on parlera de RT. S'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup en Shield DDoS, n'hésitez pas à participer dans le chat. C'est pas mon domaine, j'ai une vague compréhension, mais c'est pas mon domaine de compétence outre mesure. Pierre, tu anticipes un peu la suite de ce dont je vais parler. Et c'est exactement l'objet de cette slide. Il y a des hackers hier, qui ont revendiqué le fait d'avoir piraté une chaîne de télévision russe. Et de nouveau, aujourd'hui, il y a une annonce comme quoi ils ont piraté des trains, l'organisme qui gère les trains, les chemins de fer en Biélorussie. Alors vous allez me dire, ça fait 3 fois que j'évoque les trains en Biélorussie. Oui, apparemment ils fonctionnent sur Windows XP, il y a peut-être une explication. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Windows XP, j'imagine que tout le monde connaît Windows XP. Mais disons que c'est tellement en informatique, un système qui a comme ça 15 ans, c'est beaucoup trop vieux pour être défendu de manière correcte. Si vous avez ça chez vous, en tant que truc personnel, c'est pas terrible. Mais dans une entreprise, c'est catastrophique. Je suis pas sûr d'avoir mentionné 3 fois les trains biélorusses, mais donc il y a eu une fois avant le conflit, une fois revendiquée par Anonymous, et une 3e fois hier, revendiquée par par je sais plus quel collectif. Il me semble que c'est le même que la première fois. Ça fait beaucoup. Cette ligne-là, j'en ai pas parlé. C'est dans la foulée de l'organisation d'un groupe de hackers ukrainiens et internationaux, dans la foulée de l'appel à toutes les contributions pour des hackers pour défendre l'Ukraine, eh bien, ils ont monté ce site qui s'appelle 200rf.com. 200rf, c'est une référence au poids, d'après ce que j'ai compris. C'est une référence au poids, info Olivier Tesquet, je cite ma source, big up à lui. C'est une référence au poids d'un cercueil en zinc. Et du coup, c'est une référence directe au nombre de personnes qui sont mortes en Ukraine, au nombre de soldats russes qui sont décédés en Ukraine. Et ça, c'est hyper important, parce que jusqu'ici, la Russie n'a pas dit qu'elle était en guerre. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on peut dire qu'on est en guerre? Parce qu'on a un pays qui dit oui, il y a des chars chez moi, c'est la guerre, il y a des chars, il y a des missiles, il y a des hélicos. Il y a un autre pays qui dit non, c'est une opération de maintien de paix. Et du coup, ils n'ont pas reconnu qu'il y ait des morts. À ma connaissance, il y a eu un seul gouvernement fédéral, il y a eu un seul gouvernement local en Russie qui a reconnu qu'il y avait un mort. Un mort. Alors que l'Ukraine dit qu'il y en a eu plusieurs milliers déjà. Et donc 200RF, c'est un site où les Ukrainiens vont aider les Russes à identifier les soldats russes qui sont morts ou qui ont été capturés. Et donc c'est là où ils peuvent publier des vidéos, par exemple, d'interviews de soldats qui ont été capturés. Ça, vous noterez que ça n'a pas un impact, au sens de guerre, ça n'a pas un impact. Ça n'a pas... c'est pas vrai que... On peut pas dire que ça détruit un objectif stratégique, que ça réduit la capacité de la Russie à agir. Parce que c'est pas le cas.
Donc vous voyez, j'ai mis zéro tête de mort. Par contre, j'ai mis un mégaphone. Parce que, en fait, ça a un impact médiatique important. Et, en fait, c'est super important l'impact médiatique. J'ai dit tout à l'heure que l'Ukraine avait une grande sympathie de la part de l'opinion internationale. C'est justement grâce à tout ça. Et Pierre, du coup, c'était ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord, c'est un sujet hyper important. La capacité à faire du storytelling. Parce que c'est ça qui fait que, en fait, le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine actuellement. Et il se passe des choses tout aussi horribles qu'en Ukraine, il s'en passe actuellement au Yémen ou dans d'autres zones de conflit dans le monde, mais il n'y a pas autant d'attention. Alors certes, il y a des choses qui changent, le but c'est pas de faire du relativisme, etc. Il y a beaucoup de choses, des contextes différents. Là, on a une agression incroyablement soudaine et gratos de la part de la Russie. Mais en tout cas, tout ça... ça permet de faire passer un récit, exactement ce que tu disais, Pierre. Et le récit, c'est un truc clé. C'est hyper important dans le cadre d'une guerre. Par exemple, là, la Russie ne reconnaît pas qu'il y a une guerre. Si vous arrivez à pirater la télévision russe, et ben vous mettez les Russes face au fait qu'il y a un problème. Donc j'ai, d'ailleurs, j'en profite du coup pour définir juste l'échelle de notation de cet impact médiatique. Ce que je vous propose, c'est un mégaphone, ça veut dire que ça a beaucoup de répercussions dans la communauté internationale. Maintenant, avoir de l'exposition dans la communauté internationale, ça ne veut pas dire avoir de l'exposition en Russie. Parce que la Russie, elle a un contrôle très fort sur l'information qu'il y a au sein du territoire. Les médias sont contrôlés, Facebook est restreint, d'ailleurs Facebook et surtout Twitter, ils ont été coupés dès le début du conflit, histoire qu'il n'y ait pas justement d'images de ce qui se passe en Ukraine qui viennent en Russie. Donc un mégaphone, c'est impact médiatique important dans la sphère internationale. Deux mégaphones, c'est impact médiatique, mais qui arrive à rentrer dans la sphère d'information de l'ennemi. Et trois mégaphones, c'est impact, qui est impossible à ignorer pour l'ennemi. Impact médiatique qui est impossible à ignorer. Je passe à la suite. On a parlé de Conti, on a parlé de Anonymous. Anonymous, ça fait rêver, ça fait parler, c'est toujours le truc bien médiatique, mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Et du coup, effectivement, tout le monde dans la cybersécurité qui est un peu en train de les regarder se battre, et qui prend les paris, qui prend le popcorn, tout ça. Ce qu'on est un peu en train de faire ce soir, d'ailleurs. Ouais, un petit focus sur les mouvements cybercriminels. Du coup, c'était ça, Alex, qui répondait à ta première question. Donc, on a Conti, un groupe de ransomware qui était affilié, qui en tout cas était suspecté d'être en tout cas domicilié en Russie, qui s'est rallié à la Russie. On a Anonymous, que je ne présente plus parce que tout le monde connaît Anonymous, c'est hackers qui défendent... on ne sait pas trop ce qu'ils défendent en fait. Le principe c'est qu'ils sont anonymes. Et on ne sait pas trop si ça représente vraiment des gens qui sont expérimentés, qui ont des ressources, ou si c'est juste une bande de gamins qui traînent sur Reddit et sur 4chan et qui se mettent à faire des trucs sur Twitter. C'est très difficile de savoir s'il y a vraiment une organisation ou si c'est pas juste 4 mecs dans un garage qui piratent des trucs et qui après coup disaient « Ah tiens, et si je disais que c'était Anonymous qui avait fait ça ?» Sachant que tout le monde est libre. Si moi si je pirate un truc demain pour mon petit déj, alors là je suis libre de dire que c'est Anonymous, personne n'en saura rien de toute manière, c'est anonyme. Donc c'est très difficile de savoir ce que c'est vraiment Anonymous. Il y a eu également un petit affrontement de hackers. Je dis ça avec beaucoup de guillemets, parce que ça fait un peu le cliché, quoi, le mythe des affrontements entre hackers. C'est entre un groupe de hackers qui s'appelle Kunming Project et un groupe de hackers qui s'appelle Against the West. Évidemment, Against the West, de ce que j'ai compris, ils ont un positionnement un peu ambigu.
En tout cas, Kunming Project a dit qu'ils allaient faire du piratage pour aider l'Ukraine. Apparemment, il y a eu du DDoS qui a été fait, donc c'est des attaques qui sont pas très compliquées à faire, mais qui incapacitent les sites web. Et en fait, Kunming Project a été piraté par Against the West. Et c'est un peu pour ça que, je ne sais pas si vous avez suivi Sachs, toujours, Clément Domingo, qui a publié un peu un avertissement, qui dit attention, si vous ne maîtrisez pas vraiment ce que vous faites, ne vous lancez pas n'importe comment dans des actions de piratage, parce que du coup ça, Kunming Project, en fait, c'était je crois que c'est 6 Français. Et donc Against the West a dit qu'ils avaient infiltré leur Discord et leur groupe. Dans tous les cas, quelles que soient les conséquences que ça aura, c'est pas très agréable de la part pour Kunming Project, quoi. Donc je déconseille, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, je vous déconseille d'essayer de pirater la Russie, quoi. Si les services secrets américains n'ont pas réussi, c'est peut-être pas nous qui allons le faire, quoi. On a parlé de Conti. Hier, Conti a fait volte-face. Et ça qui est hyper intéressant, c'est que Conti a annoncé et a publié sur son blog un truc qui disait en fait non, on va pas rejoindre les intérêts de la Russie. Donc on pense que c'est quelqu'un qui est ukrainien. Et en fait, il a publié tout l'historique du chat et un certain nombre de documents sur l'histoire du groupe de hackers Conti. Et c'est passionnant, ces fuites-là, c'est une mine de renseignements et d'informations pour tous les gens qui travaillent en cybersécurité, parce que ça indique comment ces groupes-là, qui sont très bien connus, qui sont vraiment la menace principale, comment ces groupes-là fonctionnent. Et donc ça montre déjà que qu'en fait c'est des équilibres complexes, même au sein des groupes d'attaquants. En fait, il y a des trucs complexes. Il y avait peut-être quelqu'un qui était russe et qui voulait prendre les intérêts russes, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était ukrainien et qui voulait suivre les intérêts ukrainiens. Donc tout cela est bien plus complexe que juste Conti, ils sont russes, point. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ça nous montre un peu comment ils fonctionnent. Par exemple, dans les chats de Conti, il y a quelqu'un qui dit par exemple pourquoi j'ai pas eu mon virement en Bitcoin, pourtant j'ai travaillé hier, quand on s'est mis d'accord ensemble, on n'avait pas dit que ou on ne devait pas travailler. Quand on s'est mis d'accord ensemble, on n'avait pas précisé que je devais travailler hier, donc j'ai respecté mon contrat, je ne veux pas faire d'heures sup. Donc voilà, donc on a vraiment des hackers, des groupes de cybercriminels qui parlent d'heures sup. C'est super intéressant de voir comment ces groupes-là fonctionnent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous ceux qui ne sont pas familiers avec la cyber, et puis tous ceux, par contre, dont c'est la passion ou le métier, cette fuite de Conti, c'est une mine d'informations absolument incroyable. Against the West serait contre la Russie, enfin du côté de la Russie, d'après Band. Johan et Alex, on reparle tout à l'heure des DDoS. Concrètement, c'est relativement simple. Le nombre d'adresses, le nombre de machines qui envoient des requêtes, même s'il est très très grand, il n'est pas infini. Et il suffit de garder un peu une trace du nombre d'adresses IP différentes qui envoient des requêtes. Et si elles en envoient beaucoup à la suite, si elles ont un comportement, parce que vu qu'on sait facilement faire des attaques, on sait facilement étudier à quoi ça ressemble en termes de comportement sur le réseau. C'est facile du coup d'identifier une adresse IP qui se met à faire tout le temps à répéter des requêtes, et donc on peut la bloquer. Par contre, plus il y a d'attaques, plus il y a d'adresses IP différentes, plus il va falloir beaucoup de mémoire pour garder une trace de tout ça. Et c'est pour ça que on voit parfois des adresses DDoS records. C'est une prouesse de stopper des adresses DDoS importantes. Parce que du coup, il faut que notre capacité à augmenter la mémoire de ces protections contre le DDoS, il faut qu'elle évolue aussi vite que la capacité de l'attaquant à augmenter le nombre d'adresses IP qui font attaque.
Donc c'est un peu juste qui arrivera à allouer le mieux ses ressources et le plus rapidement entre l'attaquant qui a cherché à avoir le plus d'adresses IP qui envoie des requêtes malveillantes et le défenseur qui va essayer d'adapter parce qu'au bout d'un moment, si vous gardez en tête, si vous gardez en mémoire toutes les adresses IP qui ont un comportement malveillant, en fait, rien que parcourir la liste, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut que l'attaquant arrive à optimiser tout ça. Sur les infrastructures modernes, un site web, il n'est pas hébergé sur un seul serveur, il va être hébergé sur plusieurs. Donc, parfois, il y a des appareils qu'on appelle des load balancers. Tu parlais de firewall tout à l'heure, Johan. Il y a des load balancers qui sont donc des firewalls qui servent aussi à gérer le réseau. En fait, souvent, ils sont utilisés à plusieurs, souvent, ils sont utilisés par paire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils se partagent la liste d'adresses. Donc, c'est un sujet hyper intéressant. Techniquement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je suis parti dans des trucs un peu techniques sur certains sujets. En même temps, il y en a plein d'autres que je n'ai pas évoqués parce qu'il y a plusieurs manières de faire des requêtes. On peut faire beaucoup de requêtes simples, comme on peut faire une requête qui va consommer beaucoup de ressources. On peut s'attaquer au réseau, essayer de saturer le réseau, mais on peut aussi essayer de saturer la mémoire. On peut aussi essayer de bloquer l'application, bloquer le site web dans un certain état. Donc à ce moment-là, on va bloquer l'exécution du programme. Donc il y a plein de manières de faire un DDoS, mais dans l'ensemble, c'est un service. Les gens qui lancent le DDoS, qui appuient sur le bouton DDoS, c'est pas eux qui conçoivent techniquement le truc qu'il y a derrière. Ils sont simplement achetés ce service. Non, RT n'utilise pas Microsoft ou pourquoi pas. RT utilise peut-être Microsoft ou AWS, encore que non, non, aucun risque. Parce que du coup, la Russie, on peut dire beaucoup de choses sur la Russie politiquement, mais ils ont une doctrine cyber qui est très cohérente. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent eux-mêmes leur logiciel. Les réseaux qui vont être beaucoup utilisés au sein de la Russie sont des réseaux particuliers. Ça va pas être Facebook, ça va pas être Twitter, ça va être Vcontact, ça va être Yandex. Donc en fait, la Russie a des entreprises qui sont tout à fait comparables à AWS ou Microsoft en termes d'hébergement. Et je doute fortement que l'État russe aurait laissé RT, donc RT c'est Russia Today. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, RT c'est Russia Today, c'est la chaîne de télévision officielle russe. Il y en a deux principales, c'est Sputnik News et Russia Today. Et donc RT, vu que c'est un élément important de la stratégie cyber russe, qui passe beaucoup par l'information, la guerre de l'information, comme disait Pierre, faire imposer son récit. Et je pense pas que l'État russe les aurait laissés être hébergés sur des infrastructures américaines. Je pense qu'il y a à peu près aucune chance qu'ils les laissent faire ça. Les IP sont enregistrés en mémoire volatile du coup. Oui, parce que en tout cas sur les défenses auxquelles je pense. Ceux qui connaissent bien le sujet, n'hésitez pas à participer, à répondre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux types de mémoire dans l'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle la mémoire volatile, la mémoire vive, qui est une mémoire qui est très rapide et qui coûte très cher en termes de ressources. Si vous voulez, on va dire sur votre carte mère, on peut imaginer qu'il y a un secteur où la moitié du secteur, c'est votre mémoire vive. Mais il y a besoin d'utiliser la moitié du secteur uniquement pour avoir, pour avoir quelque chose comme 2 gigaoctets de mémoire vive. De l'autre côté, il y a la mémoire morte, où vous avez peut-être 2000 gigaoctets de mémoire morte, mais ça va occuper la même place. Ça va prendre un peu les mêmes ressources pour stocker beaucoup plus de mémoire. Par contre, ce sera beaucoup plus lent. Donc on a une mémoire qui coûte très cher à utiliser, mais qui est très très rapide, qui est la mémoire vive. Et une autre mémoire qui qui est beaucoup plus lente, mais qui est beaucoup plus simple à gérer.
La particularité, c'est que dès qu'on éteint l'ordinateur, tout ce qui est dans votre mémoire vive, ça disparaît. Par contre, tout ce qui est dans votre mémoire morte, dans votre disque dur, lui, il reste. C'est pour ça que si votre ordinateur il plante alors que vous êtes sur un document Word, si vous n'avez pas fait CTRL-S, si vous n'avez pas enregistré, vous avez perdu votre progression. Parce ce document, il est dans la mémoire, vu que c'est le truc avec lequel vous interagissez, il faut que ça aille vite, donc il est dans la mémoire vive. Il n'est pas dans la mémoire, morte, dans la mémoire d'un disque dur. Et du coup, oui, a priori, tout ça, c'est dans la mémoire volatile. Pareil, quand vous êtes sur un jeu vidéo, lorsque vous lancez le jeu vidéo, il y a toujours un écran de chargement. En fait, l'écran de chargement, ça sert à prendre les informations dont le jeu va avoir besoin en mémoire morte, dans le disque dur, pour charger tout ça dans la mémoire vive et l'organiser de manière à ce que ça interagisse très vite avec ce que vous faites. Je simplifie un petit peu, mais ça permet de parler de tout ça. On digresse. Je continue sur les mouvements des cybercriminels. Hier, il y a eu Lockbit 2.0 qui est un autre groupe de ransomware aussi connu que Conti. Les deux sont des groupes très très importants qui font beaucoup parler d'eux, qui sont très actifs. Et Lockbit a dit, je résume, il a dit, nous on est là pour la thune. La guerre, c'est pas notre truc. On va pas prendre de parti. Il y a des gens, alors c'est à prendre avec des pincettes énormes. Ils ont dit on a un membre du groupe qui est anglais, un autre qui est suisse, nos serveurs sont à Singapour. Je pense qu'il faut pas croire ça. Ça m'étonnerait qu'ils aient divulgué comme ça des informations sur leur fonctionnement, vu qu'ils sont recherchés un peu dans tout le monde occidental. Donc ça m'étonnerait que ce soit vrai. Mais en tout cas, ils sont très pros. Et c'est un truc hyper intéressant sur les groupes de ransomware, c'est qu'il faut être pro pour convaincre le monde entier que si vous êtes piraté avec ce ransomware, vous avez intérêt à payer la rançon. Donc si vous voulez, il y a tout un enjeu de développer une marque, une image de marque quand vous êtes un groupe de ransomware. Donc c'est un peu pour ça sans doute que Lockbit n'a pas pris parti publiquement. Après, si ça se trouve, ils sont d'un côté. Mais en tout cas, ils ne vont peut-être pas le dire juste pour des questions de business. Voilà pour Lockbit. Je passe à la suite. Yes, on va parler de quelque chose de légèrement différent. Tous ces groupes, j'avais une super transition, mais du coup, avec l'actualité, vu que ce qui s'est rajouté hier soir, comme Lockbit et Conti, du coup, ça cache un peu ma transition. Tout ce qui est si on parle de guerre. Si on parle de guerre, notre question principale, c'est est-ce qu'on peut parler de cyberguerre ? On a vu que la cyberguerre, là, tout ce que j'ai dit, il y avait rien qui avait 3 têtes de mort. Aucune action de piratage. À mon sens, aucune action de piratage n'a créé... n'a suffisamment... a été suffisamment impactante d'un point de vue stratégique pour que l'Ukraine arrête de se défendre, ou au contraire a été suffisamment impactante d'un point de vue stratégique pour que la Russie arrête d'attaquer. Par contre, il y a d'autres choses qui se passent. On a vu que... on a dit tout à l'heure, Twitter, Facebook ont été bloqués dès le début par la Russie. Et ça, c'est hyper important. S'ils ont été bloqués, ça veut dire que ça a été stratégique de les bloquer. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On parle de RT. Pourquoi on parle de RT ? Pourquoi RT a été, donc Russia Today, la chaîne de télévision du Kremlin, pourquoi est-ce qu'elle aurait été attaquée par des hackers, même s'ils ne sont pas spécialement très compétents, très expérimentés ? Pourquoi est-ce qu'elle a été attaquée ? Parce qu'en fait, ça fait partie de la guerre. Ça fait partie c'est un actif hyper important pour la guerre. Il y a toute une guerre autour de l'information. Rappelez-vous aussi sur ma frise, lorsque je vous ai présenté la frise au tout début du live, je vous ai dit que ce qui était un peu le premier truc dans cette crise, c'est
des gens sur Twitter, ailleurs, des services secrets aussi, qui ont identifié des mouvements de troupes en Biélorussie. Rien qu'à partir de vidéos sur TikTok, sur Twitter, les gens disent « Ah bah tiens, oui, je reconnais les bâtiments, ah ça à mon avis, ça se passe ici dans telle ville en Biélorussie, ah ça c'est tel type de char, c'est tel type de matériel. » Et ça a été hyper important pour que l'Ukraine puisse se protéger. Il y a d'autres éléments d'ailleurs, donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'OSINT, pour Open Source Intelligence, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte. Intelligence en anglais, hein, c'est renseignement, c'est pas intelligence. Oui, j'en ai pas parlé. Effectivement, Alex dit effectivement que des stations-service russes sont hackées avec un message peu amène à destination de Poutine. Et ça empêche les gens de payer et de se servir à la pompe. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, merci beaucoup Alex d'en parler parce que ce n'était pas dans mes slides, vu que c'était relativement récent. Un autre élément dont on peut parler, c'est la signature du décret. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais le décret il a été signé par de reconnaissance des républiques du Donbass, des républiques séparatistes du Donbass. Il a été signé par différentes personnes, mais notamment, il y avait 4 personnes, notamment Poutine, qui avaient leur montre. Et en fait, la montre a permis d'identifier qu'en fait, l'heure à laquelle ça a été publié était pas la bonne. Qu'en fait, le live, ils ont dit que c'était du live, ça a été publié comme du live. En fait, c'était pas du live, quoi. Ça a été préenregistré. Donc ça veut dire qu'il y avait eu une préméditation de l'attaque. Ça veut dire que c'est pas une réaction. Et en fait, c'est bête, mais ça casse toute la rhétorique de Poutine. Toute la rhétorique de Poutine est de dire mais la Russie, c'est pas une guerre, c'est juste un maintien de la paix, on ne fait que se défendre. Et en fait, tu te défends pas. Si tu enregistres ta déclaration de guerre la veille, c'est que tu avais prévu de faire... Enfin, tu vois, il y a pas de... Ça contredit tout, ça débunk toute la rhétorique du Kremlin. Et ça, c'est hyper important. Pareil, depuis le début de l'invasion, depuis le début du conflit armé, tout Twitter, toutes les communautés, tout Reddit s'est mis à identifier qu'est-ce qui se passe où. Il y a un sujet dont j'ai pas parlé, que j'avais pas en tête au moment de faire les slides, mais qui est Wikipédia. À partir du début de cette crise, Wikipédia était le théâtre d'une lutte pour décrire un peu ce conflit avec ses propres mots. Et c'est hyper important parce que c'est un truc qui reste, c'est un truc qui se voit, c'est un truc qui sert à légitimité d'autres discours. Wikipédia, c'est une arme très importante. On l'a vu avec... Pas de politique. Pas de politique. Wikipédia, c'est important. C'est très important. Voilà, ça a permis d'identifier des mouvements de troupes, et tout ça, ça a permis de débunker le Kremlin. 2 points... c'est tout un peu pêle-mêle là, parce que bon, c'est du live, donc je parle au fur et à mesure. Il y a le problème de tout ça, le problème de toutes ces identifications, de ces vidéos sur Twitter, c'est que des hackers russes, des communautés d'OSINT russes étaient aussi sur Twitter, et parfois ça leur a servi à identifier où étaient les gens qui filment. Ou alors les gens filmaient aussi des troupes ukrainiennes, et ça a permis aux Russes juste après que la vidéo soit publiée sur Twitter, d'envoyer des tirs d'artillerie sur certaines positions. Donc ça veut dire que en fait, les Russes sont sensibles et utilisent aussi ces méthodes de renseignement en source ouverte. Un autre truc un peu marrant, c'est que les soldats russes qui se massaient à la frontière avant d'attaquer, ils utilisaient Tinder, parce que c'est pas tous les choux d'envahir un pays, mais il y a un moment, il faut quand même rencontrer des demoiselles quand vous êtes un jeune soldat russe. Et du coup, ils étaient partis pour matcher, et en fait, ça a permis d'indiquer qu'il y avait des mouvements de troupes. Lorsque vous êtes une jeune Ukrainienne, que vous utilisez Tinder
et que d'un coup, vous avez 2000 profils de Russes qui sont de Russes qui disent dans leur description qu'ils sont dans l'armée et ils sont tous à 4 km, forcément, vous vous posez des questions. Voilà. Je simplifie encore, hein, peut-être, mais je pense pas que c'était que des profils de jeunes ukrainiennes qui n'étaient pas du tout là pour faire du renseignement. Voilà. Tout ça, pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important? C'est super important en fait. Et c'est là tout l'objet de ce live. Et c'est ça que je voudrais vraiment partager. C'est ici, c'est capital de débunker le discours du Kremlin. C'est capital pourquoi? Parce que ça a permis de mobiliser la communauté internationale. Justement, pour faire cette analyse sur Twitter, etc. Mais ça a permis notamment de mobiliser tout le monde autour de sanctions. Ça a permis d'imposer un récit. Ouais, tout à fait, Johan, il y avait cette histoire aux US aussi. Et on va faire un petit sondage. Petit sondage. Hop, 2 secondes. Alors, je sais pas si on peut prévoir des sondages en avance. Hop, ça m'intéresse de savoir combien vous connaissez parmi ces différentes images, ces différents récits. Oh, mon sondage fait pile 100 lettres, je suis limité à 100. Je fais ça rapidement. Je crois pas qu'il soit possible de créer un sondage à l'avance. Hop. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir combien de ces différentes images et de ces différents épisodes vous connaissez. Est-ce que vous en avez entendu parler? Je ne sais pas à quel point moi je vis sous perfusion ce conflit. Je ne sais pas si je suis particulièrement accro aux news ou si c'est le cas de tout le monde. Et il y a un message Pierre qui demande si on a des cas de désinformation. On a des cas de désinformation. C'est pas ça qui manque. Pour tromper l'OSINT russe, je suis pas, pas à ma connaissance. C'est là où je ne suis pas, c'est là où je ne suis pas expert. Oui, j'aurais dû faire ça, Alex. Tu as tout à fait raison. Du côté russe, en tout cas, du côté ukrainien pour tromper les Russes, pas à ma connaissance. Du côté russe pour tromper les Ukrainiens, oui. Je crois. En tout cas, il y a eu beaucoup de fake news. Mais rien pour avoir un impact militaire. Ce qui rejoint un peu mon point de vue, qui est que la cyber peut, mais va très difficilement arriver dans le cadre du combat. Va très difficilement sortir du cadre numérique pour arriver sur le terrain des opérations. C'est mon avis. Alors je regarde rapidement le résultat du sondage. 11% de tous. 1 ou 2, 0, 3, 4. Il y a d'autres symboles. Là j'en ai listé 4. Il y en a d'autres. Hein. Il y a un monsieur qui s'est mis devant une colonne. Étonnamment, il y a un monsieur qui s'est mis devant une colonne de chars. Il y a une vidéo qui avait tourné un peu. Il y a aussi un petit chiot qui a été... j'ai vu aujourd'hui, hier, il y a eu beaucoup d'animaux, beaucoup d'images d'animaux. Des chats, un petit chiot aussi qui a été recueilli dans une tranchée russe, dans une tranchée ukrainienne. Et donc, alors pour ceux qui les connaissent pas, pour les 26% qui les connaissent pas tous, l'île du serpent, vous le voyez peut-être en bas de l'écran. Je vais mettre... hop là. L'île du serpent, c'est une île au sud où il y a eu un bateau de guerre qui est arrivé, qui allait bombarder bombarder l'île.
Euh, et un groupe de... Je réponds à ta question tout à l'heure, Alex. Et un groupe de hackers pardon, lapsus. Un groupe de soldats a dit, euh, a dit en gros, allez vous faire voir. Ouais, merci JG, c'est exactement ça le symbole très fort que j'ai vu passer hier et aujourd'hui et que j'avais oublié de mettre dans la slide. JG parle d'un tracteur russe qui pique, d'un tracteur ukrainien qui emmène un char russe. Le char russe a plus d'essence et le tracteur passe à côté, il emmène le char. C'est des symboles hyper forts. C'est des symboles de le peuple se défend avec ce qu'il a. Là, vous avez Zelensky, Vladimir Zelensky. Je l'appelle Tchad parce que du coup, c'est devenu un peu un mème. On l'a vu dans un certain nombre de circonstances, avec un treillis, avec un casque lourd. Donc en fait, il est allé au plus proche, enfin en tout cas, il est à Kiev, donc il est au plus proche des combats. Il est resté à Kiev, là où beaucoup d'autres responsables politiques seraient partis pour mener le combat politique ailleurs. Et en fait, oui, le combat il est politique, oui, il y a un combat politique à mener, mais en fait, lui, il est d'autant plus efficace qu'il crée un symbole en restant à Kiev. Et c'est hyper fort comme symbole. La dame au tournesol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dame qui vient voir, là vous voyez, elle vient voir un soldat russe, et elle lui dit, est-ce que vous pouvez mettre des graines de tournesol dans vos poches, comme ça quand vous allez mourir, et ben les tournesols ils fleuriront en Ukraine. C'est fort quoi, c'est un symbole assez fort, je trouve. Moi, en parler en tout cas, je trouve ça fort comme symbole. Et le dernier symbole, c'est le Ghost of Kiev, le fantôme de Kiev. Donc c'est un avion qui aurait apparemment, à lui tout seul, abattu 6 à 8 avions russes dans la première journée de conflit. Tout ça, on n'a aucune idée de savoir à quel point c'est vrai, ou si c'est des mises en scène. C'est sans doute tout à fait spontané. C'est peut-être totalement vrai et les gens l'ont juste partagé en mode waouh, ça me frappe, je le partage. Mais en fait, c'est des symboles de guerre et c'est là où se passe la guerre aussi. Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des symboles qui vont faire passer notre récit. Et c'est tout le point de la propagande. C'est strictement parlé. Tout ça, c'est du contenu viral. Si on était en temps de paix, on aurait dit ouais, c'est du putaclic. Sauf que c'est ce qu'on appelle de la propagande de guerre. Il y en a côté russe. Nous, forcément, on ne le voit pas forcément. Mais la Russie verrouille mince. C'est pas la slide que je jouais. La Russie verrouille ça doit être celle-là. Hop, la Russie verrouille complètement ses flux d'informations. Mais nous, là, on voit quelque chose qui s'apparente à de la propagande ukrainienne. Et donc l'image que je vais vous montrer juste avant, c'est... je passe hyper rapidement parce que j'ai pas réussi à la fact-checker. J'ai pas réussi à fact-checker. C'est une image d'un démineur ou d'un reporter du Donbass qui tient la date d'aujourd'hui dans un bout de papier. De ce que j'ai vu, ils font souvent ça. Mais là, le fait qu'ils montrent à une caméra, et que ce soit pas pour montrer un impact, c'est un peu pour montrer la date du jour. Ce qui est peut-être, et là c'est du champ de la supposition, c'est une supposition de ma part, enfin pas de ma part, mais en tout cas de la personne qui a partagé ce truc-là, mais j'ai pas réussi à fact-checker, donc ça reste une supposition. C'est peut-être pour prouver, contrairement à l'histoire de Poutine, de la montre de Poutine, c'est peut-être pour prouver que y a que c'est bien tourné au moment même et qu'il y a pas, c'est pas prémédité, c'est pas du fake. Donc ça veut dire, concrètement, ça voudrait dire, si c'est bien son intention à ce monsieur, mis à part le fait que ce soit absurde, ça voudrait dire que les Russes, que c'est important pour eux, que tout ce récit-là, tout ce qui a été fait en osint par 3 pélos sur Twitter, si vous m'excusez l'expression, en fait, le Kremlin y accorde de l'importance. Ce qu'ont fait ces communautés de gens qui font de l'osint, en fait, c'est super important. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que
la vraie question, c'est est-ce qu'on peut parler de cyberguerre? Est-ce que là, on parle de cyber, on parle de guerre? Est-ce que ces piratages-là, est-ce que les hackers dont on a parlé de trucs un peu plus techniques, mais en fait, tout ça, est-ce que ça sert à la guerre? Est-ce qu'on peut parler de guerre? À mon sens, tout ce qui est technique, en fait, peut pas aller. Pour l'instant, ça s'est pas retranscrit concrètement sur le champ de bataille. Les deux exceptions étaient le deuxième Wiper qui a dû gêner un peu l'Ukraine au moment où les troupes russes rentraient, et le fait de gêner les trains biélorusses. Mais ça n'a pas assez gêné pour que ce soit important. On ne va pas en parler comme d'une bataille. Ça n'a pas du tout le même impact. Par contre, ce qui a énormément d'impact, c'est tout ce qu'on a discuté sur le fait de transmettre au peuple russe des informations sur la guerre qui se passe. Et parce que ça casse comment dire, le discours du Kremlin. Et le Kremlin est un gouvernement qui a besoin, et d'ailleurs c'est une dictature qui a peur de son peuple. Comme toutes les dictatures. C'est comme ça. Et pour fonctionner, pour rester en place, Poutine doit maîtriser son peuple. Et c'est peut-être, sans doute, une des raisons de cette guerre en Ukraine, c'est qu'ils pensaient que ça allait être une guerre simple, une guerre rapide. Vous avez dû entendre qu'en fait, ils avancent pas aussi vite que ça. Je me rends compte qu'on ne voit plus. Vous avez dû entendre qu'en fait, ils n'avancent pas aussi vite que ce qu'ils avaient prévu. Et en fait, le but de cette guerre, c'est sans doute pour Poutine de garder la main mise sur son peuple et de garder sa position de force, son image d'homme fort en Europe. Et donc, à ce titre-là, tout ce qu'on fait en termes de propagande ukrainienne, en termes de... et j'utilise propagande comme un terme très neutre, comme discours qui va servir un récit dans le cadre d'un conflit. On a parlé donc du site 200rf.com. Le gouvernement ukrainien met en place une hotline pour les mamans de soldats russes qui veulent savoir si leur fils a été tué ou pas, ou s'il a été capturé, qui veulent lui parler. Tout ça, le but, c'est d'arriver à atteindre derrière le grand mur numérique, le mur de défense numérique de la Russie, c'est d'essayer de fissurer un peu ce mur pour montrer à la population russe qu'il y a une guerre. Contrairement à ce que disent les journaux, il y a une guerre, il y a des jeunes Russes qui disparaissent, qui ne vont pas rentrer au pays. Ces jeunes Russes, ils ont une famille, ils ont des amis et le but, c'est de leur faire passer ce message. Et parce que, d'une certaine manière, c'est un peu, à mon avis, la stratégie de Zelensky, qui est d'essayer d'impliquer le peuple russe pour essayer de déstabiliser Poutine politiquement. Et la meilleure stratégie pour ça, c'est les sanctions. Et c'est pour ça qu'on parle de sanctions, c'est pour ça qu'on parle de SWIFT. En fait, SWIFT, à long terme, ça change rien. Les banques russes, elles sont plus sur SWIFT, ça veut dire elles sont plus sur le système américain. Ok, elles vont se brancher sur le système chinois. Il existe d'autres réseaux. En fait, c'est pas, voilà, y a pas de, c'est pas la fin du monde pour elles. Mais en fait, le temps que ça se mette en place, ça va déstabiliser toute l'économie russe, ça va déstabiliser les banques, ça va déstabiliser tous les investissements, tout ce qui fait la vie courante. Et du coup, la population russe ne pourra pas l'ignorer. Et donc c'est pour ça que j'ai mis, c'est le seul truc, vous avez vu toute la présentation là, c'est le seul truc qui a 3 étoiles, Swift. Parce qu'en fait, c'est les sanctions qui sont en train de prises, elles seront impossibles à ignorer pour le pouvoir et pour la population russe. Je lis ouais, les câbles sous-marins. On parle de plus en plus des câbles sous-marins. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'effectivement, il y a du trafic internet qui vient d'ici. Mais en fait, internet est fait de telle sorte à ce que, en tout cas dans un réseau aussi dense qu'en Occident, même si tu fais tomber un câble sous-marin, même si tu fais tomber tous les câbles sous-marins que tu maîtrises, tu pourras quand même avoir un accès à Internet. Enfin, ça va rien changer pour nous. Ça va changer des choses pour la Russie. Parce que la Russie, elle,
elle arrive à protéger son Internet, à utiliser des... comment dire l'enjeu pour la Russie, c'est d'avoir un nombre fini de points de passage entre l'Internet russe et l'Internet étranger. Donc la Russie, pour le coup, pourrait sectionner des câbles, pourrait se couper comme ça d'un certain nombre de réseaux. Dans la pratique, nous, c'est pas un truc dont on doit avoir peur. Je crois pas. Pierre dit, il faut pas négliger l'aspect renseignement de la cyber, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai commencé effectivement à parler, c'est un autre point, qui était de dire, si, la cyber ça a compté, justement à cause de ce côté renseignement, même renseignement en source ouverte. Et j'ai parlé que du renseignement en source ouverte, parce que le renseignement qui n'est pas en source ouverte, bah, c'est probablement du renseignement dont on entendra sans doute jamais parler. Mais effectivement, tout ça, c'est du renseignement d'origine cyber, c'est hyper important. Et ça devient... Mais c'est pas une guerre, c'est du renseignement. À ce titre-là, je pense qu'on peut parler de renseignement cyber comme du renseignement humain. Mais on ne peut pas parler de guerre cyber comme de guerre humaine. Comme de guerre... comme de guerre, quoi. Parce que... Puisqu'on parle de guerre... Et alors, juste avant de partir sur ce point-là, je réponds à la question d'Alex. Est-ce que l'UE a prévu d'aider l'Ukraine sur les terrains cyber vu que c'est une zone d'ombre en termes de responsabilité ? Alex, si c'est une zone d'ombre en termes de responsabilité, ça veut dire que même si l'UE a prévu de les aider, l'UE ne va pas dire qu'on les aide. Dans tous les cas, je pense que c'est... si on veut tirer parti de cette zone d'ombre, il faut justement ne pas dire, ne pas en parler, ne pas dire oui, on va utiliser cette arme. J'accélère un peu la cadence. Est-ce qu'on peut parler de guerre ? Du coup, si on a dit qu'on pouvait parler de renseignement cyber, mais à mon sens, la guerre, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Si on prend la définition de la guerre, et je vous mettrai dans les sources la vidéo d'un spécialiste en cybersécurité qui s'appelle The Grook, qui dit « Est-ce que la cyberguerre est une guerre ?» Et cette vidéo est hyper intéressante. Et je le rejoins sur pas mal de points. Qui est que la guerre, stricto sensu, c'est un des outils qui sert à imposer un récit, qui sert à imposer la volonté d'un État sur un autre. On peut utiliser pour ça la guerre. On peut utiliser aussi la diplomatie. À une époque, effectivement, on résolvait des guerres, parce que l'information n'était pas immédiate, on résolvait des guerres via un réseau d'ambassadeurs qui avaient de l'influence, qui étaient copains avec les gens, etc. Et puis qui avaient une manière aussi assez codifiée d'exprimer les volontés des différents pays. Et en fait, rien qu'une alliance, c'est bête, mais voilà, la Russie n'attaquera, par exemple, vous avez entendu parler que la Russie a menacé la Finlande. Mais la Russie n'attaquera pas la Finlande, parce que la Finlande, c'est l'Union Européenne. Si la Russie attaque la Finlande, elle attaque l'Union Européenne. Via la diplomatie, on arrive à faire en sorte que la Russie n'attaque pas la Finlande. Ou en tout cas, si Poutine... tant que le pouvoir en place à Moscou reste rationnel, il n'attaquera pas la Finlande. Il y a aussi l'économie. La Chine et Taïwan, vous savez que la Chine a clairement des vues sur Taïwan, a prévu un jour ou l'autre de récupérer Taïwan. Ça pourrait être la guerre, mais c'est pas la guerre, parce qu'il y a le levier économique. Inversement, le plan Marshall, par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a permis aux États-Unis de déployer toute leur influence en Europe et ailleurs. Donc, la guerre, ça fait partie de différents leviers. 3-4 leviers comme ça, qui servent à imposer un récit et à imposer une volonté d'un pays sur un autre. Et à mon sens, dans tout ça, l'aspect cyber, en fait, en tant que au sens large, si on regroupe dedans le renseignement cyber, si on regroupe dedans les actions offensives, salut Guillaume, c'est comme la guerre.
c'est au même plan que la guerre. En fait, pour moi, ça ressemblerait plus à ça. Donc, est-ce qu'on peut parler de cyberguerre? Pour moi, on peut parler d'un conflit cyber. D'ailleurs, en fait, on en parle déjà. On est tout le temps dans le conflit cyber. Et en fait, c'est comme le conflit économique. Il est permanent. Il est constant. Mais la guerre, c'est quelque chose de très... Comment dire? C'est un concept particulier parce que avant c'était codifié, on déclare la guerre par exemple. On ne peut pas déclarer le conflit cyber. Mais vous voyez que là, tout l'enjeu du conflit, aujourd'hui d'ailleurs, on ne déclare pas la guerre. On ne déclare plus la guerre. Poutine, lorsqu'il a signé ce traité, il n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Il a reconnu les républiques séparatistes de Louhansk et de Donetsk, et il a signé une opération de maintien de la paix. En France aussi, ce terme-là, il est commun. En France aussi, on ne fait pas la guerre. On n'a pas de guerre en France. C'est bien connu. On fait du maintien de la paix. Alors, on le fait en dehors de nos frontières. On le fait dans nos frontières aussi. On le fait au Mali. Mais on ne parle pas de guerre. On ne dit pas que la France est un pays en guerre. Pourtant, il y a des frontières en France où il y a des régiments d'armées de terre qui sont en permanence en train d'essuyer des tirs, qui sont en permanence en train d'utiliser des armes de guerre. Je pense à la frontière avec le Brésil, où il y a un régiment de la Légion et un régiment de parachutistes qui luttent contre l'orpaillage. Mais on ne dira jamais que la France est un pays en guerre. Parce que dire qu'on est en guerre, c'est dire qu'on agresse. Il y a un agresseur et un agressé dans la guerre. Et si on fait ça, on se met la communauté internationale dos. Donc en fait, on se met à dos les deux autres leviers. Le levier économique, le levier diplomatique. Donc on perd le rapport de force. En fait, on peut gagner la guerre et perdre le rapport de force. Et à mon sens, la cyber, c'est un des leviers, c'est un des moyens pour changer le rapport de force. Je prends un dernier exemple, au Vietnam. Qui a gagné la guerre du Vietnam ? Militairement, les US ont infligé beaucoup plus de pertes au Vietnam du Nord que l'inverse. Mais en fait, ils ont perdu le rapport de force. À cause justement de récits. À cause de changement de récit. Si tout cela vous intéresse, on en reparle normalement le week-end prochain. Parce que je vais enfin sortir ma vidéo qui parle de pirater le vote. Est-ce qu'on peut pirater les élections françaises qui arrivent, et tout ça, pirater une élection, forcément ça change le rapport de force. Et c'est pas... c'est au même titre que la cyber, c'est similaire, à mon sens. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps sur ce live, donc je vais m'arrêter là. On va discuter la propagande. On ne déclare pas non plus les conflits On ne déclare pas non plus les conflits économiques, et pourtant les pays sont tous en compétition. Ouais. À mon sens, je suis tout à fait d'accord, Pierre. À mon sens, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de guerre, de cyberguerre. On peut parler de conflit cyber. Parce que c'est immanent. En même temps, on déclare plus la guerre non plus parce que en fait, plus ça va, plus ces différents leviers pour changer le rapport de force, ils se mélangent. Vous voyez, les guerres maintenant, c'est plus des guerres symétriques. On n'a plus un pays A contre un pays B, sauf avec l'Ukraine. C'est pour ça que c'est choquant. Mais il y a ce qu'on appelle des conflits asymétriques. C'est plus armée du pays A contre armée du pays B. C'est armée d'un pays, allié potentiellement à un autre pays, plus puissant, qui est contre des groupes armés. Ces groupes armés ne sont pas reconnus. Donc, en fait, il y a une notion de propagande qui se mélange à l'économie, qui se mélange à la guerre. Tel groupe armé, en fait, il maîtrise tel minerai, ou alors il maîtrise les gisements de pétrole, etc. Donc, je reviens sur ma dernière slide. Hop là. Pardon. Je me perds. À mon sens, plus ça va, plus la guerre, les conflits vont mélanger ces différents leviers.
Quel intérêt a Poutine à ne pas déclarer la guerre officiellement? Parce qu'il perd la guerre rhétorique, il perd son récit. S'il déclare la guerre, en fait, il se met... déjà, je suis même pas sûr, par exemple, que tu puisses rester dans l'ONU si tu déclares une guerre. De but en blanc. Il veut pas perdre la position de force qu'il a, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU. Il veut pas perdre la position de force, et il veut pas perdre la position de force. J'ai complètement oublié un sujet super important, qui veut pas perdre la position de force par rapport à tous les gens qui l'approuvent, par rapport à tous les gens qui le soutiennent, c'est-à-dire sa population. Lorsque je dis population, je pense à toute la population, mais surtout à la classe aisée, aux industriels russes qui le soutiennent, aux oligarques. Et il y a un autre soutien dont on n'a pas du tout parlé, qui est la Chine. Poutine peut mener une guerre parce qu'il a la Chine à côté, qui l'aide et qui appuie sa rhétorique. Parce que la Chine a des méthodes similaires aussi. Mais en fait, s'il déclare de but en blanc une guerre et s'il dit « ouais, j'annexe l'Ukraine parce que je peux », en fait, il va se mettre tout le monde à dos, et la Chine n'aura pas envie de rester alliée avec quelqu'un qui se met tout le monde entier à dos, quoi. Donc à mon avis, c'est pour préserver ses rapports de force, pour préserver son alliance avec la Russie, pour préserver son rapport de force, lui, politiquement, avec les différents gens qui le soutiennent. Pas besoin de pirater une élection, il suffit d'imposer un récit. Je ne spoil pas la vidéo du week-end prochain, mais on va en parler aussi. Caroline Etienne, je réponds à ta question. Macron, il pouvait. Oui, mais le terme de guerre n'était pas très bien choisi. Ça t'intéresse, il y a la vidéo de... l'expert dans le sujet, c'est Clément Viktorovitch, le professeur en rhétorique. Et effectivement, il n'y a rien qui va dans cette comparaison. Moi, je dis le cyber, non. Si on regarde la définition de la guerre, c'est pas une guerre. La guerre contre le Covid, si on regarde la définition de la guerre, non, c'est pas une guerre. Dans une guerre, il y a un ennemi qu'on voit, il y a des gens qui se battent, mais il y a aussi des gens à l'arrière qui envoient du soutien. Ça n'a pas été le cas d'une gestion. C'était une crise, le Covid, c'était une crise. Au même titre qu'une guerre, mais c'était pas une guerre. J'ai un peu de retard, je suis dans les messages, je suis désolé. Je considère plus la guerre de l'Ukraine comme un conflit de territoire plutôt qu'un conflit cyber. Je suis pas sûr d'avoir compris toute la subtilité de ta pensée, Thorn. Comme un conflit de territoire. Oui, dans le sens où c'est plus un conflit. C'est un conflit physique, quoi. C'est un conflit géographique. Et les enjeux sont de maîtriser effectivement le territoire. Je te rejoins complètement. Plus que de maîtriser un actif cyber. Par exemple, on pourrait faire une guerre pour maîtriser Facebook. On pourrait faire une guerre pour maîtriser des données de santé, pour maîtriser un accès à un canal de communication. Mais c'est pas le cas ici, effectivement. Donc l'enjeu n'est pas cyber. Il y a des moyens cyber, mais l'enjeu n'est pas cyber. Je suis totalement d'accord avec toi. Bonne soirée, Caroline. Est-ce que ce serait pas une forme de hacking, Alex, à ce titre-là, je dissocie hacking et cyber. Pour moi, le hacking, c'est un des volets de la cyber qui est plus général, qui est la gouvernance sur l'homme via la machine. Du coup, effectivement, c'est une forme de cyber, clairement. La propagande, c'est de la cyber. J'espère que ce live était intéressant. Je sais pas combien de personnes... J'ai pas regardé les présences dans le chat. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup trop de temps, donc ça m'a un peu trop parlé. J'aimerais bien refaire des lives peut-être comme ça, peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube. Ce serait pas absurde de rester sur YouTube, parce que Twitch, forcément, c'est plus adapté au gaming. Mais du coup, voilà, plutôt que faire des vidéos d'actu, pourquoi ne pas faire des lives et après les mettre sur YouTube comme des vidéos. Une sorte de JT. Voilà, c'est une idée en cours. Là, je peux mettre... Que penses-tu du RGPD chinois qui bloque les données GPS des navires, guerre technique ou juste une guerre du droit? Mais oui, en fait, la maîtrise des données... donc je réponds à la question d'Adrien qui est: que penses-tu du RGPD chinois qui bloque les données GPS des navires, guerre technique ou juste une guerre du droit?
Clairement, la Chine utilise beaucoup les différentes armes qui sont à sa disposition, que ce soit l'arme économique, que ce soit l'arme cyber. Effectivement, ouais, pour moi, le RGPD, c'est un acte cyber. Dire que les données européennes doivent être sur le sol européen, les données chinoises doivent être sur le sol chinois, en fait, c'est un acte, dans le conflit cyber, c'est un acte hyper important. Et c'est utiliser le droit pour... de même que la diplomatie utilise le droit international pour changer un rapport de force, là, on va changer un état des lieux, un rapport de force cyber, grâce au droit. Donc ouais, complètement, je pense que c'est parti complètement de ce conflit cyber qu'on serait tenté d'appeler guerre. Pour moi, si on parle de conflit, si on parle de guerre, on peut parler de doctrine. Et la doctrine cyber chinoise, et à ce titre-là, j'ai dit que la doctrine cyber russe passait par la maîtrise de son espace cyber, de son espace numérique. La doctrine chinoise, à ce titre-là, est encore plus impressionnante. Eux, ils ont une maîtrise encore plus forte de l'espace numérique, de ce qui se passe sur les internets chinois. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon je vais faire 1h45 de live. J'avais prévu de monter la vidéo après, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des lives. Tiens, je peux faire un dernier sondage. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous avez apprécié ce live. Je me pose la question de faire peut-être plus de live pour faire des actus. Moi, ça me permet de passer peut-être un peu moins de temps sur les vidéos d'actu et d'avoir des occasions de prendre des questions comme ça pour faire de la vulgarisation, pour parler de ces sujets qui sont intéressants. Là, j'ai pas encore tout qui est prêt, mais à terme, avoir des gens aussi. Avoir des gens qui viennent intervenir, parler de leur métier, sur tous ces sujets-là. Sur ces différents sujets, ouais, c'est tout à fait du hacking. C'est tout à fait du hacking. Des informations, c'est du hacking. Mais j'en parle dans ma prochaine vidéo. Sur ce sujet, je vous mets peut-être 3 liens dans le chat. J'ai perdu. Hop. 3 sources qui sont hyper intéressantes, je trouve. Que je mettrai dans les... Je vais mettre toutes mes références, je vais partager les slides que j'ai mises, je les partage dans la description, je partage toutes mes sources aussi dans la description, et puis ces différents trucs. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'être venus. J'espère que c'était sympa, que c'était utile, que c'était pas trop embêtant de m'entendre parler. Et puis, moi en tout cas, ça me fait très plaisir de faire du live et d'avoir des interactions. En tout cas, je suis très heureux, je suis très honoré d'avoir du monde qui est venu, parce que voilà, je me lance, donc c'est très cool que vous soyez présents. Voilà, et puis d'avoir des questions d'interaction, on a parlé d'autres choses, on a parlé de DDoS, on a parlé de tous ces sujets-là qui sont super intéressants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée. Et je vais mettre le petit générique. J'ai pas de générique. Je mets autre chose. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous souhaite tous de kiffer et de pas trop être inquiétés, et de pas trop être touchés par le conflit en Ukraine. Voilà, de bien vous protéger. Ah, j'ai peut-être pas assez parlé de la question de la France. Nous, vous l'avez compris, on risque plus des questions d'influence et de propagande que des trucs techniques. Voilà. Bonne soirée à tous. Et je rends l'antenne. Merci à vous tous.